Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui, un top culture exceptionnel à la rencontre des Indiens Kogi. Ces Indiens qui vivent dans la Sierra Nevada colombienne depuis des générations, voire 4000 ans. Je vous laisse découvrir. Éric Julien, bonjour, vous êtes géographe et vous êtes le fondateur de l'association Tchendoukoua, ici et ailleurs. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec les Indiens Kogi, s'il vous plaît? Déjà, j'admire comme vous prononcez Tchendoukoua, c'est un nom imprononçable. C'est un village de Kogi qui veut dire là où converge la connaissance. Je les ai rencontrés en 1985, j'étais jeune et gentil, j'avais 25 ans et j'étais guide de montagne dans une autre vie et on m'a dit c'est la plus haute montagne du monde au bord de la mer. Donc forcément quand on aime la montagne on a envie d'aller voir, il faut imaginer 6000 mètres et toutes les 2 heures de marche on change de climat. En bas c'est tropical, chaud et humide et en haut c'est la neige et les glaciers. Et quand je suis arrivé en haut j'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons et donc plus d'oxygène dans le sang. Et là j'ai eu la chance que des gens qu'on qualifie dans nos sociétés de sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés, etc. Et la gentillesse de me ramasser, de me soigner, de me sauver la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord, et de là est né ce partenariat avec les Indiens Kogi? En tout cas, de là est né le fait de dire vous m'avez sauvé la vie, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Et ils m'ont parlé de leur montagne qui cumule à peu près toutes les difficultés que notre modernité leur propose. Il y a la guérilla, il y a les paramilitaires, il y a la mafia, il y a les pilleurs de tombes, il y a l'exploitation du bois, il y a le tourisme, enfin bref. Et donc ils ont perdu 80% de leurs terres en assez peu de temps, moins d'un siècle, et ils m'ont dit si tu veux nous remercier de t'avoir sauvé la vie, eh bien aide-nous à retrouver nos terres ancestrales. Et moi j'étais jeune et gentil, j'ai dit pas de problème, on s'en occupe, c'est comme si c'était fait. Et j'ai mis 15 ans avant de tenir cette promesse, avant de me dire ne serait-il pas important d'essayer de marcher mes mots, c'est-à-dire de mettre en acte mes paroles. Et depuis 1997, on a créé une association qui a réuni à peu près 6000 donateurs, grâce auxquels on a racheté 1500 hectares de terre. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, ils sont 2 à Toulouse? Alors la situation ne s'arrange pas. Non seulement elle ne s'arrange pas dans la Sierra, mais d'après eux, elle se dégrade même au niveau planétaire. Et même nos scientifiques nous le disent, puisqu'ils nous parlent de réchauffement climatique et de changement global du climat sur Terre et de toutes les conséquences et toutes les pollutions. C'est rare qu'il n'y ait pas un journal télévisé qui ne nous ramène pas une de ces nouvelles. Bizarrement, ça semble rentrer et sortir. On ne semble pas réagir. Les Kogi nous disent en venant en France, vous avez l'air d'entendre ça, de sourire, puis le lendemain vous aurez oublié. Ça les intrigue beaucoup. Donc ils estiment qu'ils ont un mot qui je trouve joli pour ça, qui est zigoneshi. Vous nous aidez à garder nos terres et à préserver notre culture, on vous aidera si vous le voulez, à essayer de voir comment soigner la mer et la terre, parce qu'ils ont une métaphore sur la mer-terre. Est-ce qu'on entendra? Je ne sais pas, mais en tout cas ils estiment la situation tellement urgente et critique qu'ils ont pensé qu'il était juste qu'ils viennent le faire. C'est pas une leçon de morale, c'est plus des gens qui voient une situation se dégrader et qui disent qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose ou on fait rien? A la noche hoy, ¿cuál es el mensaje que vas a decir a la gente de aquí? A ver, un mensaje un poco para podamos entendernos el manejo, que sabemos de que el equilibrio del mundo está débil, ¿no? Y además también estar un poco más atento a la parte, lo que es ecosistema, la biodiversidad, que está débil también, ¿no? Y otra cosa es también la parte de salud, de educación, ¿no? No solamente vamos a mirar la parte de laboratorio clínico, todo eso, no. Mirar un poco en la parte educativa cómo compartir con la madre naturaleza, ¿no? Cómo entendernos ya el cuidado de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, como 4 puntos queremos dejar a las hermanas menores para que podamos comprender el manejo, lo que es el recurso natural, ¿no? Y si sin ella no podemos vivir, porque ella nos quedó darle oxígenos para modo vivir, ¿ya? De pronto es también el cuidado del agua también, ¿no? Porque el único elemento es el agua, sin agua no podemos vivir. Y por eso mismo queremos como fortalecer lo que es la parte de bosques, ¿no? Para que haya más bosque, ¿no? No pensar solamente en la parte del desarrollo de la humanidad, ¿no? Tenemos que pensar el desarrollo cultural y espiritualidades. Entonces eso es algo para dejar esta noche acá con ustedes, para que yo creo que no es fácil de entenderlo rápido, ¿no? Pero creo que vamos a entrar un diálogo
y además tener confianzas también, ¿no? Un espacio de confianza, un espacio de diálogo para poder cambiando, porque la nueva generación que viene es para que viva mejor, y si no descuidamos no somos nada, ¿no? Entonces tenemos que construir un camino para modo de estar mejorar las cosas, ¿no? Y compartir con usted y compartir con la madre naturaleza. Eso es lo que queremos dejar el mensaje hacia el mundo, ¿no? A los hermanitos menores, como dicen nuestros pueblos Kogi de la sierra, ¿no? Y desde que tú estás aquí, ¿qué puedes pensar de la sociedad de Francia o de otra parte del mundo? Pues hay mucha gente que quiere comprender también, ¿no? Sobre todo la universidad, las juventudes, que está estudiando la parte ambientales, todo lo que es ecosistema, y sobre la parte, la planeta también, ¿no? Hay muchas causas, de pronto se está dando, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere aprender también, aprender de nosotros, ¿ya? Pero yo siempre le digo de que eso es un paso de vientos, pero tiene que agarrar esos vientos para modo de sembrarse y para seguir continuando, ¿no? Entonces me parece la gente está muy atento de cuando hagamos esa conferencia, ¿no? Hay muchas preguntas también de la gente, está interesado mucho, ¿no? Pero yo creo que eso quiere decir que sí estamos pensando como ellos también están viendo la situación que está pasando, ¿no? Todo lo que es las contaminaciones, el recalentamiento global, cambios climáticos, o sea, como humanos estamos viendo también, ¿no? Entonces necesitamos como cambiar un poco, pero no es fácil, yo digo, no es fácil, pero sí tenemos capacidad de conseguirlo. Sí. Podemos sentir ahora que hay energía que se cambiaron, ¿no? También que hay mucha gente de todo el mundo que quieren cambiar la cosa, que no podemos vivir como eso ahora continuamente, ¿no? Se necesita de cambiar, ¿no? Sí, podemos sentir, ¿no? Tienen que sentirse, ¿no? De pronto algunos se están sintiendo, ¿no? Lo que están viendo, ¿no? De pronto algunos no, solamente están pensando en su desarrollo, ¿no? O sea, hay una ciudad, o sea, un estado de verdad que más desarrollado, ¿no? Por ejemplo, que tiene la nueva tecnología, no piensa eso, ¿no? Solamente dañar. Pero de pronto en toda la humanidad están pensando fortalecer, o sea, quería cambiar toda esa mentalidad, ¿no? Entonces, parece que yo siempre he sentido de que sí, la gente está muy interesada de aprender todo eso. De pronto algunos se están sintiendo ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se están dando cuenta, ellos mismos se están visionando lo que va a pasar, ¿no? Me parece, yo pues por un lado me he sentido contento y la gente atento, ¿no? Sí. ¿Tienes esperanza? Hay mucha esperanza, sí. Claro. Mucha esperanza. Je vous présente tout de suite le président de l'association Chendoukoa. Bonsoir. Qui est avec nous. C'est eux également qui nous réunissent. Jean-Pierre Chometon, merci de votre présence. Je tenais à remercier d'abord la mairie de Toulouse qui a mis notre disposition là, dans des conditions remarquables. Les partenaires à la fois nationaux et régionaux qui ont permis cet événement. Toute l'équipe de l'association à Toulouse qui a travaillé avec moi depuis quelques semaines là-dessus pour vous accueillir aujourd'hui, les bénévoles. Et puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour l'instant, grâce à vos entrées, on a déjà racheté 10 hectares pour les coquilles. Éric Julien, l'homme grâce à qui tout est arrivé. Éric, si vous voulez bien nous rejoindre, parce que... Un jour où je leur expliquais que c'était pas simple de trouver de l'argent, racheter des terres, voilà, il y avait bien d'autres sujets auxquels il fallait répondre. Et ils m'ont dit, si tu veux, on vient t'aider en France. Donc c'était l'un de leurs premiers voyages. Et ils m'avaient demandé à l'époque, est-ce qu'on peut rencontrer des sages chez toi? Là, vous êtes très embarrassé. Où est-ce qu'on va trouver ça? Bon, et à cette époque, on avait été à Lyon en train, et puis de Lyon, on avait pris l'autoroute pour Chambéry. Il y avait un institut bouddhiste, et je m'étais dit, tiens, peut-être qu'une rencontre comme ça peut les intéresser. Des tunnels sur la route. Et pour un Indien en général et un Kogi en particulier, faire un trou dans la terre, c'est un peu choquant. Vous allez voir, ils en parleront beaucoup mieux que moi, puisque c'est la mère terre. Même si ça peut en faire sourire certains, la vie étant venue de la terre, cette idée de matrice de la vie est plutôt jolie. Donc faire un trou dans la mer terre et rentrer à 110 dedans parce qu'ils étaient assis dans la voiture derrière,
passe le tunnel et à la sortie, le plus âgé, le frère de José Gabriel qui vient nous rejoindre, me dit « Mais pourquoi vous faites des trous comme ça dans la terre ?» Je dis que c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps, ça évite de faire le tour. « Mais jusqu'où voulez-vous aller plus vite ?» me répond-il. Et là on est mal parce que ces sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés nous posent finalement la seule question que notre société moderne ne se pose plus, le sens. Tout ça pour vous dire qu'on a décidé de relancer une opération qui s'appelle Mendiwaka, merci d'avoir rappelé, de rachat de 1000 hectares de terre d'un seul coup. On s'est dit qu'on avait un peu traîné jusque-là. On a déjà 650 000, 700 000 euros sur le million bricole que coûte la démarche. Il y a de la cartographie, il y a des outils, des graines, des semences à racheter pour qu'ils s'installent. Il y a le travail avec les notaires, je vous passe les détails. Il nous en manque 300 pour arriver à boucler l'opération. C'est pour ça qu'on a lancé cette démarche, donc pour collecter ces fonds qui manquent. Et l'autre partie de la démarche, c'est pour se dire, vu la situation dans laquelle nos sociétés modernes ont l'air de se mettre, comme des grands, je ne sais plus où j'ai lu que l'être humain était extrêmement doué pour se créer ses propres problèmes. Là, on commence à mon avis, les accumuler de manière sympathique. Eux et les Kogi nous le disent souvent, ils vont sans doute vous le répéter, et je pense qu'on peut le partager. Et si on se parlait, si on se parlait entre sociétés qui se respectent, c'est quand même pas banal de se dire, nous leur avons envoyé des galions et des bateaux il y a quelques 500 ans en arrière pour aller les coloniser, pour aller leur apporter ce que c'était que le vrai monde et la vraie vie. Et voilà, qui reprennent nos galions dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est un peu en l'air et c'est dans des boîtes de fer. 10 heures, ça les effraie un peu. Non pas pour venir vraiment vous faites chier, vous allez regarder, pour dire si on se parlait. J'appelle Juan Mamatacan et José Gabriel à Limaco. Je vais les chercher, c'est pas évident qu'ils m'entendent. Ah. En fait, le thème générique complet, c'est la santé, malade de la santé. Mais je pense que les gens dont c'est plus l'expertise l'expliqueront mieux que moi. L'idée était de dire, à force d'arriver dans une médecine peut-être hyper spécialisée et dans une médecine qui déconnecte les êtres les uns des autres et qui les déconnecte surtout du vivant auquel on appartient, sans doute cette hyper spécialisation et cette totale déconnexion contribue-t-elle aussi à générer des problèmes de santé, voire des maladies. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu compris chez eux, mais ils nous le diront, et je crois que ça résonne, mais ils nous le diront aussi avec nos experts et nos médecins ou psychothérapeutes en Europe. Donc c'était cette question de se dire, à force de vouloir trop se soigner, ou à force de rentrer dans une logique hyper spécialisée, est-ce que nous ne générons pas nos propres maladies et nos propres dysfonctionnements? Non, système, effectivement, je pense qu'on devrait plutôt s'avouer que nous vivons dans un système de maladie, au lieu de dire que nous avons un système de santé. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que notre système dit de santé est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. Et si vous avez déjà remarqué que les médecins, les infirmières, les hôpitaux, les prestataires de soins, mais aussi tous les autres auxiliaires, que ce soit les gens qui préparent les repas pour les malades, l'industrie pharmaceutique qui fabrique des remèdes, etc., tout le monde est très content qu'il y ait des malades à soigner. Et le produit intérieur brut des États, qui est censé être un indicateur de la bonne santé des États, même si on conteste aujourd'hui la valeur de cet indicateur, le produit intérieur brut des États intègre les dépenses dites de santé que je préfère appeler dépenses de maladie. Ça veut dire qu'au plus il y a des gens malades dans un État, au plus l'État est en bonne santé. Au plus ça fait tourner l'économie. Et donc nous devons être conscients que tant que nous ne repensons pas notre système de santé comme un vrai système de santé, nous ne ferons que réparer, produire des remèdes et faire consommer ces remèdes au lieu d'être dans une prévention. Et c'est toute la philosophie qui changerait. Et effectivement, quand nous sommes allés dans le village, on a commencé à examiner 1, 2 enfants, et puis il y a eu d'abord un petit jeu de curiosité, évidemment. Je venais avec mon stéthoscope, mon otoscope, des médicaments. Donc il y a eu un petit jeu d'abord de curiosité, et puis il y a eu un petit événement important, c'est que le mamou Miguel, le chaman du village, a souhaité que je l'examine. Alors là, je le dis encore avec de l'émotion, c'était quelque chose pour moi, un moment très important d'échange, de partage, de respect. Et puis après, on a échangé, je vous raconterai plus tard. C'est-à-dire que là, je l'ai examiné. Ils vont très bien, ces Indiens. Ils ont une peau très saine, des cheveux soyeux. Il n'y avait pas de choses très importantes. Donc ça, c'était déjà un premier regard. Buenas noches para todos. Bonsoir à tous. Hermanas y hermanos.
mes sœurs et mes frères, muchas gracias por estar con ustedes aquí. merci beaucoup d'être venu ici. Mi nombre es Juan Mamataca Moscotes, Mon nom est Juan Mamataca Moscote, asesor político y cultural Pueblo Kogi de la Sierra Nevada, Colombia. je suis conseiller culturel et politique de la communauté Kogi de la Sierra de Santa Marta, Colombie. Yo creo que para ustedes, cuando entienden salud y enfermedad, dos cosas. Vous entendez deux choses, la santé et la maladie. Para ustedes creo que la salud es vivir mejor, cuidados de todos. Pour vous, la santé, je crois, c'est vivre mieux, protéger et vous sentir bien. Pues para nosotros es un poco diferentes. Pour nous, c'est un peu différent. En primer lugar, pensemos de la madre naturaleza de la tierra, ¿no? La première chose, c'est qu'on pense avec la mère nature, la terre. Porque ha habido muchas enfermedades o clases de enfermedades. Pourquoi il y a beaucoup de maladies différentes? Pues el pueblo Kogi de la Sierra estamos viendo que hay mucha destrucción a la madre tierra. Qu'est-ce qu'on peut observer depuis la Sierra? C'est qu'il y a beaucoup de destruction de la mère terre. Thierry Janssen, bonjour. Vous êtes chirurgien, devenu psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des patients atteints de maladies physiques. Racontez-nous votre première rencontre avec les Kogi. La première fois, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne les avais jamais rencontrés, eux, en tant que personne. Mais en revanche, j'ai appris leur existence par Éric Julien, il y a maintenant 7 ans à peu près, quand Éric m'a téléphoné en me disant qu'il avait lu un livre que j'avais écrit, qui s'appelait La solution intérieure, et il me dit, je crois que dans ce livre, vous nous montrez que vous avez compris ce que c'est un guérisseur traditionnel. Et donc, je lui dis, oui, en tout cas, je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai essayé de m'y intéresser. Et on s'est rencontrés, et puis on s'est rendu compte que on broutait la même herbe, c'est-à-dire qu'on avait une vision assez commune par rapport au monde, et il m'a raconté son histoire avec les Indiens Kogi, ça m'a touché, et puis chaque fois qu'il m'a demandé de l'aider à essayer d'aider les Kogi, j'ai essayé de le faire, donc ma présence à Toulouse aujourd'hui est dans ce cadre-là. Vous, comment utilisez-vous le message des Kogi dans votre profession? Comment mettez-vous à profit leur enseignement dans votre métier? Vous savez, en général dans les cultures traditionnelles, il y a quelque chose qui est très inspirant pour notre culture qui se veut une culture de progrès. Parce que les cultures traditionnelles, ce sont des cultures de transmission, de tradition, qui visent la pérennité, la longévité. Et d'ailleurs, la culture Kogi est une culture qui a prouvé sa longévité. Plus de 3000 ans d'histoire, sans doute. Notre culture est une culture de progrès, c'est-à-dire qu'elle veut tout le temps innover. D'ailleurs, on confond souvent progrès et innovation. Et puis, elle veut tout le temps être dans une sorte de croissance. Et du coup, peut-être que la croissance à outrance finira par abîmer la longévité de cette culture. Et je crois qu'il y a dans la plupart des cultures traditionnelles, et en particulier la culture Kogi, une source d'inspiration pour nos cultures d'innovation et de progrès qui devrait peut-être se remettre en lien, de recontacter cette dimension de l'équilibre à préserver pour précisément durer et s'inscrire dans une longévité. Et là, il y a une source d'inspiration à tous les niveaux dans la culture Kogi, et en particulier dans un domaine qui m'intéresse moi, puisque c'est le domaine dans lequel j'évolue, le domaine de la médecine. D'accord. Vous travaillez auprès de personnes atteintes de cancer. Quelle est votre méthode, Thierry Janssen? Vous savez, la fonction que j'ai choisie est une fonction d'accompagnant de personnes qui sont en difficulté parce qu'elles souffrent d'une pathologie physique, généralement une pathologie grave et chronique, et la plupart du temps c'est des cancers, parce que le cancer est devenu une maladie chronique maintenant, avec des traitements qui durent et des évolutions qui sont parfois très longues, vers la guérison ou vers ou pas. Mais dans ce contexte-là, moi j'ai pratiqué comme chirurgien pendant 12 ans, aujourd'hui je pratique plus du tout la chirurgie, je pratique comme psychothérapeute. Je n'aime pas ce mot, je préfère le mot d'accompagnant, et j'essaye de permettre à ces personnes, à l'occasion de leur maladie, de se reconnecter à ce qui est essentiel pour elles, et de là, de reconnecter à leur vitalité
Hein, presque à cet enfant intérieur qui est plein de vie, de spontanéité, parce que pas mal de gens qui souffrent de pathologies chroniques et en particulier du cancer sont coupés de leur vitalité, et ils sont coupés à titre individuel parce que bien souvent ils sont dans la survie psychologique, ils ne connaissent plus leurs besoins profonds et puis ils se perdent un petit peu, ils sont très loin d'eux-mêmes, mais ils sont aussi déconnectés de par la culture et la civilisation dans laquelle ils évoluent, qui est une culture qui ne comprend plus que si on pollue à Tokyo, il y aura des répercussions à Toulouse, et que si on mange des aliments qui sont pas sains et pas équilibrés, eh bien on en aura des conséquences physiques. Une culture qui a oublié que quand on pense d'une façon conflictuelle et qu'on a des émotions qui nous mettent en tension et en stress chronique, eh bien ça finit par avoir des répercussions sur la santé physique. Une culture qui a perdu la notion des liens. Et donc mon travail, si vous voulez, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à revenir en lien avec ce qu'elles sont essentiellement, profondément, et aussi à refaire du lien, non seulement avec les autres humains, mais à se relier d'une manière harmonieuse avec leur environnement. Et donc à changer leur manière de s'alimenter, de vivre, d'appréhender les choses, de gérer leur stress, de prendre soin de leur corps, d'écouter leurs besoins fondamentaux. Et donc, vous savez, cette notion de lien, c'est précisément ce que les Kogi peuvent nous apprendre. Hein, ils vivent reliés. Ils ne se sont pas, comme nous, au siècle des Lumières, quand les philosophes nous ont dit que nous étions en dehors de la nature et au-dessus de la nature, les Kogi qui ne sont pas dans cette croyance-là ne sont pas en dehors et au-dessus de la nature, ils font partie de la nature. Ils sont la nature. Et quand vous pensez qu'au XVIIe siècle, un philosophe comme John Locke, contemporain de Descartes, disait « La voie du bonheur, c'est la négation de la nature ». Donc ça veut dire, pour être heureux, il faut nier la nature. Mais comme nous sommes la nature, une expression de la nature, mais nous cherchons notre bonheur en niant nous-mêmes. Et c'est ça le message que ces Kogi peuvent nous rappeler, avec beaucoup de bon sens. C'est rien de très sophistiqué, c'est juste du bon sens. La mer n'existe pas, elle va sur nos croyances, de l'homme jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans âme. Je suis plutôt sensible à leur cause, puisque arrêtons d'aller vite, prenons un peu les bretelles, arrêtons-nous, regardons ce qui se passe autour. Et je crois que les Indiens Kogi sont directement reliés à la nature, ils ont des tas de choses à nous apprendre. Et effectivement, quand on voit qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai eu une petite panne de iPhone. Et j'ai eu, pendant les 2 premiers jours, j'étais affolé, j'étais angoissé. Et le 3e jour, j'ai commencé à comprendre que c'est un peu comme si on m'avait enlevé un bracelet électronique. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, je suis quand même content avec ces gens-là, d'aller vers quelque chose d'être un peu plus à l'écoute de ce qui nous entoure et de se mettre, pour les musiciens d'ailleurs, c'est le cas de le dire, de se mettre au diapason avec ce qu'il y a autour. Et cette époque où on doit aller très vite pour tout. Moi, ça me fait du bien de voir des gens qui, au contraire, nous permettent de s'oxygéner, de prendre le temps, de méditer, et voilà, c'est tout. Enchia. Chez vous, vous pensez que vous êtes plus grand, plus fort que la nature. C'est une erreur. Nous sommes tous les enfants de la nature. Nous avons la responsabilité de la protéger et de l'aimer. Comme des enfants aiment leur père et leur mère. Si nous ne faisons pas cela, la terre va maigrir. Elle va tomber malade. Le petit frère lui enlève la vie. Et alors, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous manger? Quelle eau allons-nous boire? La vie va disparaître. Comment pouvez-vous dire que nous ne sommes rien? Car nous ne sommes pas comme vous. Partout, vous abîmez les sites sacrés.
vous abîmez le sang et le cœur du monde. Le petit frère pense que nous sommes pauvres, car nous n'avons pas tous leurs objets. Nous n'avons pas d'argent, mais c'est eux qui sont pauvres. Ils abîment tout ce que la nature leur a donné. On peut avoir des voitures, des avions, des appartements, toutes les formes possibles. Et quand il n'y aura plus rien, toutes ces choses ne leur serviront pas pour vivre. Chez vous, vous avez tout détruit. Chaque jour qui passe, vous êtes plus pauvre. Si vous continuez sans penser, sans comprendre la vie, vous allez devenir vraiment très pauvre. La mer va disparaître. Nous allons disparaître. La Sierra va disparaître. Les petits frères vont disparaître. Cela nous donne beaucoup de tristesse. Et à la fin, qui souffre de cela? La terre? La vie? Et en définitive, les humains? Vous le savez, mais vous ne le comprenez pas. Il y a une seule loi de la nature qui est la même pour tous. Tout y est écrit, et notamment la façon dont il convient de maintenir l'équilibre, de canaliser l'énergie entre la vie et la mort pour éviter le chaos. Ce sont des lois bien réelles qui organisent l'évolution des êtres vivants, les hommes, mais aussi les animaux, les plantes et les arbres. Ce sont les mêmes pour tous. Même pour les petits frères, mais ils ne le savent pas. Ces lois, que nous appelons lois des origines, c'est notre mère et notre père. Quand le petit frère a commencé à manier de l'argent, à s'intéresser aux choses que vous appelez l'économie, il s'est désintéressé de la nature. Il a perdu sa mémoire. Un peuple qui perd sa mémoire, qui perd la mémoire du passé, ne sait plus où il va. La nature ne connaît pas l'égoïsme, l'homme, oui. Nchivé. Alors tous deux, on est repartis dans tout brillant de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Chanson, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Tchendoukoua, ici et ailleurs. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec les Indiens Kogi? C'était il y a 12 ans à Toulouse, en 2000. Éric Julien faisait une tournée en France avec un Indien Kogi. Dans une salle à Toulouse dont j'oubliais le nom, et j'ai été invité par un ami à cette soirée. Et à l'issue de la conférence, que j'ai trouvé fort sympathique, j'ai échangé avec Eric en fait, et je suis devenu adhérent de l'association à ce moment-là. Et comment vous avez poursuivi cette aventure pour arriver à la présidence de cette association? Un an après environ, on s'est rencontrés à Paris avec Eric. Comme moi je suis financier de formation, il m'a proposé en fait de rentrer en conseil de l'association, en conseil d'administration. Et puis quelques mois ou années après, je suis devenu membre du bureau, trésorier de l'association, et il y a 4 ans maintenant président. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi les Kogi viennent aujourd'hui nous voir en France? Alors les Kogi viennent nous voir depuis 2000, puisqu'ils sont venus la première fois en 2000, dans le cadre des programmes qu'on développe avec eux, qui sont des programmes de collecte de fonds et de rachat de terres. Et donc en fait on est sur un gros programme qui est le plus gros programme qu'on ait jamais imaginé avec eux, puisque en 15 ans on a acheté 1500 hectares de terre, et là on souhaite mobiliser de l'argent sur 3 ans pour acheter 1000 hectares.
dernière tournée, j'avais carrément les Kogis chez moi. Et donc c'était un grand moment. C'était un grand moment et on a vécu de belles choses. D'accord. Et voilà, et donc c'est une histoire qui va bien avec ma nature pyrénéenne, 2 avec l'univers dans lequel je suis, où je travaille sur la coopération et la collaboration entre les gens, et je trouve qu'on devrait tous être concernés par cette histoire. Ben oui. Voilà, tout simplement. Et quand vous les avez eus chez vous, alors, ces Indiens, oui, donc, en 2007. Comment ça s'est passé Très simplement, très simplement, puisque moi j'avais une maison à la campagne, très simplement, je les ai accueillis, ils ont eu une chambre et ils ont vaqué dans un grand jardin, il y avait 2500 mètres carrés, ils ont adopté mon chien, mes arbres, ils ont fait la lessive de leurs habits sur les buis, qu'ils ont fait sécher sur les buis. C'était des moments très simples, avec peu de mots mais beaucoup d'intensité. Et notamment il y avait Juan qui est là ce soir et qui était déjà là, donc on a tissé un lien naturellement fort. Vous avez entendu Jean-Louis, vous avez entendu Thierry, vous avez entendu les témoignages des Kogis, il y a eu de la musique, il y a eu des tas de choses qui ont été partagées. Voilà, je vous propose, tournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Derrière, sur le côté, à droite, devant, vous choisissez. Présentez-vous, demandez-lui qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Expliquez-lui ce qu'il pense de tout ça. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que je crois que ce qui nous manque dans nos sociétés, c'est de parcourir un chemin initiatique. Les Indiens Kogis, pour ce que j'en ai compris, car je n'ai jamais été sur place voir comment ça se passait, mais j'ai fréquenté d'autres cultures traditionnelles, notamment les aborigènes, et il me semble qu'ils ont tous en commun l'initiation. Malheureusement, dans cette culture, les longues études que nous avons faites ne nous ont pas permis de parcourir un chemin initiatique. On nous a appris à faire et à avoir aussi des diplômes et puis de l'argent avec ce qu'on fait. Mais on ne nous a pas appris à être. Et j'ai un ami qui est acupuncteur à Shanghai qui me dit toujours, tu sais, la première aiguille du traitement, c'est moi. C'est ma qualité de présence, c'est ma qualité d'être. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Ouais, super. Super. Mais attendez, on va dire que ça c'est facile. Ça c'est facile. Ça va, tout le monde connaît ça? Un grand tube. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de chanter cette mélodie, gentiment. On s'est senti On s'est senti unis, reliés. D'accord? On a lâché prise. Lâcher prise, ouais. On y a cru, ouais. Quoi d'autre? On est bien ensemble. On est bien ensemble. Un but commun, on avait envie, ouais. J'avais juste envie de finir là-dessus pour dire que, voilà, on est ici, je crois, tous un peu pour la même raison, hein, par rapport à nos amis Kogis, par rapport à cette nécessité de notre planète, et que finalement, nos propres peurs, nos propres indécisions, nos propres habitudes, si on arrive à les dépasser grâce à, notamment aux autres, grâce au collectif, alors on peut peut-être espérer changer des choses. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ces plumes arrivent du Rocher des Aigles. Le Rocher des Aigles, ce sont des gens qui travaillent pour la conservation des rapaces et des haras. Les oiseaux ont offert ces plumes. C'est à nous maintenant de les offrir à nos amis Kogis parce que savent quoi en faire et savent comment avec cette offrande-là se relier à un monde un peu plus universel, on va dire.
même avant qu'on essaie d'acheter ces terres, les gens nous avaient dit c'est même pas la peine, ce sera pas possible. Et ben, vous savez, cette phrase, ils croyaient pas que c'était possible, ils l'ont fait quand même, mais ça c'est grâce à vous. Et j'avais envie de le partager du fond du cœur. Merci à vous, merci d'être venu.